pour parler de la création du musée national, je reviendrai un peu en arrière pour expliquer un peu la source, l'origine de la création de ce musée. Et dans les années, pendant la période coloniale, il se trouve que la colonisation française a mis en place un certain nombre d'institutions, dont l'Institut, dont l'IFAN, qui s'appelait à l'époque l'Institut français d'Afrique noire. Aujourd'hui, c'est devenu l'Institut fondamental d'Afrique noire. Et cet institut avait pour charge de collecter des objets qui étaient mis à la disposition d'un musée qui avait été créé en France qu'on appelait le musée permanent des colonies. Et ce musée permanent des colonies exposait ces objets pour montrer un peu, en fait, une sorte de justification de la colonisation. Il montrait au peuple français, vous voyez un peu ces gens, ce sont des sauvages, nous sommes partis là-bas pour les civiliser. Vous connaissez la mission civilisation. Et dans ce cadre-là, le musée des colonies est par la suite, en 1960, devenu le musée des arts d'Afrique et d'Océanie. Donc aux indépendances, quand la France a perdu ses colonies, maintenant ces instituts français d'Afrique noire sont devenus des instituts fondamentaux d'Afrique noire et il y avait des collections dans ces musées-là, dans ces instituts-là. Et cet institut aujourd'hui c'est devenu le CNRST. Donc le musée est parti de là avec la collection, avec cette collection. Et à l'époque, il faut dire que le premier directeur du musée a été Guy Lemoyle, qui était un Français qui a fait beaucoup de recherches. Et c'est lui, il est venu au Burkina dans les années 1950 et il a aussi collecté. Guy Lemoyle se baladait de village en village à cheval pour recenser le peuple, prendre des notes, collecter des objets, ainsi de suite. Et maintenant, cette collection, à l'indépendance, comme beaucoup de pays africains à l'indépendance, il fallait son musée national. Déjà au Niger, en 1959, ils ont créé le musée national. Au Mali, c'était en 1953. Et maintenant, chaque pays devait créer un musée national. Au Burkina Faso, à l'époque, la Haute-Volta, donc c'est en 1962 qu'on a décidé de créer maintenant un musée national. Il y avait les collections qui étaient là et il fallait maintenant créer un musée national. Et après le départ de Guy Lemoyle, c'est le regretté Toumani Triandé qui a été le premier directeur en fait de ce musée national. Je crois que c'est lui-même qui a élaboré, initié cette loi qui est passée à l'Assemblée nationale. Et paradoxalement, en 1962 et jusqu'à la création de ce musée actuel, on avait un texte juridique créant un musée, mais on n'avait pas de bâtiment en tant que tel pour mettre le musée. Donc, au CNRST, les collections étaient là-bas jusqu'à, je crois, dans les années 70. Quand le musée qui était rattaché à l'enseignement supérieur a changé, est parti au ministère de la Jeunesse et des Sports. Maintenant, on a demandé aux gens de venir chercher les objets. Et c'est là que les objets ont quitté le CNRST pour aller dans la salle il y a une salle d'Imaco de l'Hôtel Indépendance. Et il y avait une petite exposition temporaire là-bas. Mais à l'époque, la direction même du musée se trouvait vers le cimetière municipal. Il y avait un bâtiment du ministère de l'Enseignement supérieur là-bas, donc le directeur avait ses bureaux là-bas. Donc les objets sont restés là-bas jusqu'à ce qu'un jour encore, l'hôtel Indépendance demande à ce qu'on débarrasse les lieux. Et c'est là que les objets ont migré maintenant au lycée Borodogo. À l'époque, c'était l'école normale, parce qu'on venait de fermer les internats. Et maintenant, c'est le réfectoire du lycée Borodogo qui a accueilli les objets, parce qu'en ce moment, le musée était rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Donc, c'est resté là-bas. Jusqu'à un certain... jusqu'à ce que ça vienne ici. Mais entre-temps, c'est la direction qui a changé de site. Entre-temps, c'était... donc, comme je l'ai dit, c'était là-bas. Quand Triandé est parti, maintenant, je pense que la direction du musée qui était rattachée maintenant à plusieurs ministères, après c'était le ministère de l'Information et de la Culture, le ministère encore de l'Éducation nationale et de la Culture. Et finalement, je crois que c'est en 1984, juste un an après la Révolution, qu'on a créé vraiment le premier ministère chargé de la culture. Et là maintenant, on a créé une direction des sites et monuments où était logé le musée national. Mais il avait toujours le nom musée national puisqu'il y avait un décret qui le créait, enfin une loi plutôt,
qui créait le musée national. Bon, il faut dire qu'avec cette collection qui migrait de place en place, bon, on disait toujours qu'il y avait environ 5000 objets. 5000 objets non totalement répertoriés parce que bon, cela avait été collecté. Parce que quand vous collectez un objet, vous l'amenez au musée, il faut l'enregistrer, donner toutes les informations nécessaires. Donc il y avait plein d'objets qui n'étaient pas enregistrés. Je sais que jusqu'à présent même on a toujours, l'inventaire se poursuit parce qu'il y a plein d'objets autour de cela. Quand on a commencé les indépendances, il y avait tellement de priorités. Bon, à l'époque il fallait construire des écoles, il fallait construire des dispensaires, il fallait construire des routes. Bon, il n'y avait pratiquement rien. À l'époque, quand vous vous dites de construire un musée, bon, les gens allaient vous regarder d'une manière, sinon c'était prévu, parce que la loi qui a été créée, bon, il était prévu quand même de construire un musée national. Et je pense que ce n'est pas la volonté qui a manqué, mais surtout ce sont les moyens, ce sont les priorités qui ont été mis en place là. Et vous savez qu'à l'époque, dans ces époques-là, en fait, il n'y avait pas tellement de professionnels de musée. Tous les gens qui étaient là, qui travaillaient dans ces collections-là, sont des gens qui étaient formés sur le tas. Et je sais en plus que, bon, généralement, on envoyait même au musée les instituteurs, bon, qui avaient même des problèmes avec un peu, qui ne pouvaient pas enseigner. Bon, on les envoyait au musée pour aller, parce que bon, c'est un lieu bon, que les personnes ne fréquentaient. Bon, c'était en fait quelques touristes qui venaient, qui pouvaient aller au musée ou tout cela. Donc, c'était vraiment pas une priorité. Et à l'époque, même les expositions, bon, c'était des expositions montées vraiment de façon vraiment, je vais dire, artisanale, puisqu'il n'y avait pas de professionnels en tant que tel. Donc, ce qui veut dire que bon, la construction d'un vrai musée, là, c'était vraiment difficile. Mais je crois que l'idée de construction du musée était en l'air. Et à partir de 89, moi, je suis arrivé au patrimoine culturel au musée national en 89. Il y a eu un projet qui a été initié par le gouvernement à travers le ministère de l'Information et de la Culture à l'époque, et puis avec le secrétariat d'État à la Culture, avec l'Union européenne pour la construction vraiment véritable d'un véritable musée national. Et c'est à cette époque-là qu'on a acquis ce terrain, on a organisé des études de contenu de musée, un concours architectural et un projet qui avait été retenu en 90 pour vraiment mettre en place ce musée national. Et par la suite, bon, ça a pris du temps et ça continue toujours pour la mise en place de ce musée-là. Parce que, bon, comme je vous le dis, bon, les musées, ce n'est vraiment pas des priorités dans nos États. Et ce qui veut dire que, bon, chaque année, il faut que les ministres de la Culture se battent pour pouvoir avoir des budgets pour construire, surtout en matière de construction. On va vous dire que bon, il y a des écoles sous paillotes, il y a ça. Bon, on préfère aller construire quand même bon, avec les moyens qu'on a que de venir construire un musée national. Mais en tout cas, actuellement, je pense que la dynamique est lancée et que bon, vraiment maintenant, on a un musée national dans ses locaux propres. Nous avons inauguré le musée en janvier 2004. 2004, par la première exposition inaugurale sur ce site-là, les valeurs cardinales. L'élément le plus important, je dirais même l'élément essentiel d'un musée, c'est vraiment la salle d'exposition permanente. Parce que ici, actuellement, nous avons deux petites salles d'exposition temporaires. Deux petites salles dans lesquelles nous ne pouvons pas exposer plus de 200 objets. Parce qu'il y a des normes de présentation d'objets. Pourtant, je viens de vous dire que quand j'ai cessé service, nous avons 17 000 objets. Parmi les 17 000 objets-là, il faut qu'on puisse exposer au moins 2 000 objets pour que ceux qui viennent, chacun s'y retrouve, parce que c'est un musée national. Il faut qu'on expose les éléments de chaque couche sociale, que chacun s'y retrouve et que aussi l'exposition puisse durer, permettre aux gens de revenir s'ils le veulent, visiter et ne pas venir souvent tomber sur le démontage de l'exposition qui est là ou le remontage parce que les expositions temporaires, je vous ai dit, il faut les garder seulement 6 mois. Et on est obligé chaque fois de démonter et remonter. Et souvent, ce n'est pas intéressant pour le public qui se prépare à venir au musée et qui vient tomber sur un remontage ou un démontage d'exposition. Mais si la salle d'exposition permanente est construite, ça permettra de monter des expositions qui vont durer au moins 10 ans. C'est les normes pour une exposition temporaire. Et aujourd'hui, au Musée national, nous n'avons pas cette salle-là. Donc, c'est le bâtiment que nous attendons vraiment. Et puis ensuite, il y a la bibliothèque pour enfants et il y a le pavillon des communautés. Actuellement, le musée fait des expositions thématiques sur les différentes ethnies.
Et si les pavillons des communautés existaient, ils pourraient animer ces pavillons-là et prévoir des activités qui vont être intéressantes pour les visiteurs qui viennent. Les principales difficultés, c'est ce que nous rencontrons généralement sur tous les chantiers. C'est surtout le retard de déblocage, les inscriptions budgétaires qui ne se font pas chaque fois que le besoin est là, et surtout les régulations. Si le chantier a pris du retard, c'est dû généralement, en tout cas, à ces régulations-là. Parce qu'il était prévu que ce chantier-là s'achève en 2012. Mais d'année en année, il y a eu des inscriptions pour la construction de certains bâtiments et il y a eu des problèmes, il y a eu des régulations. Si je prends l'exemple de 2011, où il y a eu les inondations, la grande salle d'exposition permanente dont je vous ai parlé tantôt était prévue. Mais il y a eu des régulations compte tenu des difficultés que nous savons tous et compte tenu des priorités. C'est ce qui vraiment a été les véritables difficultés que nous avons rencontrées. Et puis aussi le non-respect des délais d'achèvement des chantiers par les entreprises. Souvent, il y a des chantiers qui étaient prévus pour 6 mois, mais ça allait à 2 ans. Et vraiment, ces problèmes-là ont été toujours là et n'ont pas permis que ce chantier-là soit achevé aujourd'hui. Durant mon passage, le souvenir qui m'a vraiment marqué, c'est celui de la construction des réserves. La construction des réserves a commencé, devait s'achever 1 an après, mais a continué jusqu'à 4 ans. Et moi, le souvenir le plus marquant, c'est vraiment le déménagement des collections des anciennes réserves du lycée Bogodoro vers les nouvelles réserves. Cela a permis en tout cas de mieux disposer et conserver les collections par rapport à l'état dans lequel il se trouvait au lycée Bogodoro, parce que au lycée Bogodoro, c'est l'ancien réfectoire des élèves que nous avons pris pour mettre les objets et ça ne répondait à aucune norme. Les objets étaient vraiment en danger. Moi, ce souvenir-là, je crois qu'il me marquera toujours. Ce jour-là, ça a été vraiment un ouf et ça a été une grande joie pour nous de voir ces réserves-là achevées et les objets déménagés dans les nouvelles réserves. Les activités essentielles, c'est la collecte, c'est les expositions, c'est la conservation. La collecte, il s'agit d'acquérir des objets pour d'abord enrichir les collections, ensuite pour permettre de représenter les ethnies qui n'existent pas, aussi pour permettre de monter les expositions thématiques. L'exposition, c'est le fait de présenter les objets dans des salles. Et ces expositions-là, généralement, sont faites à partir de thèmes. Et un scénario est fait et puis les objets sont présentés à partir de ce scénario. La conservation, c'est vraiment le gros du boulot dans un musée. Quelqu'un m'a demandé un jour, en 24 heures, qu'est-ce que vous faites dans un musée? Parce que les gens pensent que dans un musée, c'est seulement l'aspect visite. Les visiteurs arrivent, ils visitent les salles. Mais le vrai boulot dans un musée, c'est vraiment la conservation. Quand un objet arrive dans un musée, il faut tout faire pour que cet objet-là dure le plus longtemps possible. Et vous savez que rien n'est éternel. Tout finit par se dégrader un jour. Et nous devons tout faire pour prolonger le plus la vie de ces objets-là. Et ce n'est pas chose facile. Parce que chaque objet, un à un, doit être documenté, doit être suivi, nettoyé, doit être l'objet d'études pour voir quels sont les différents facteurs qui peuvent détériorer cet objet-là.
Et après ces études-là, il faut faire un plan d'action pour voir qu'est-ce qu'il faut faire à telle période pour éviter cela. Et lorsque, après toutes ces mesures préventives, l'objet finit par se détériorer, il faut voir comment le restaurer, comment le réparer pour qu'il reprenne son statut d'objet, qu'il ait son intégrité avant qu'il soit exposé. Donc vraiment, c'est l'activité principale dans un musée. L'importance d'un musée, ça se discute pas. En fait, un musée, c'est un lieu de mémoire. Hein? C'est comme, bon, même pour un individu, pour une société, pour un groupe d'individus ou tout cela là. C'est-à-dire que votre mémoire, souvent, ça vous permet quand même de revenir en arrière, de voir ce qui a été fait pour mieux peut-être préparer ce qui est à venir là. Bon, donc le musée, bon, si on veut donner en français facile, c'est un espace vraiment, une institution culturelle, bon, qui collecte et qui conserve, qui expose et qui permet aux gens de venir voir un peu. Voilà. Et c'est pas, il y a le divertissement et aussi il y a la recherche scientifique. Donc le musée, en fait, ça permet d'éduquer, de sensibiliser et d'informer. Parce que bon, nous, ce qu'on a ici, on a surtout des musées, comme je peux l'appeler, des musées ethnographiques, bon, qui présentent des objets, des masques, des statuettes, un certain nombre d'objets qu'on a l'habitude de voir un peu dans nos villages, un peu partout. Donc ce qui fait que bon, les gens ne donnent pas trop d'importance au musée. Sinon, un musée, ce n'est pas seulement 4 murs avec des objets en bois à l'intérieur. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Bon, on a des musées ethnographiques, on a des musées d'histoire, on a des musées spécialisés, des musées de l'armée ou tout cela. Je donne un exemple. Quand en 90, en tant que directeur du patrimoine culturel, à Bobo 90, bon, il fallait organiser une exposition dans le cadre de la SNC 90. Et à cette année, j'ai essayé d'innover pour voir comment. Et on a monté dans le cadre de l'exposition muséale, au lieu de monter des objets d'art traditionnels, on a fait une exposition sur les vélos et les mobylettes. Peut-être, je me rappelle, peut-être à l'époque où vous étiez là. Bon, donc ça a été vraiment un très engouement parce qu'on a essayé de montrer l'évolution du vélo et de la mobylette au Burkina Faso depuis son origine jusqu'à 1990. On a fait des recherches, on a trouvé des bébés kamiko, on a trouvé des Zendap, des Vespa, tout un ensemble de choses. Et les gens sont venus nombreux pour voir parce que bon, il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissaient pas. Et c'est à cette époque aussi que j'ai mis en place l'habitat traditionnel. Quand vous regardez, bon, il y a des morceaux qui restent, l'habitat Bobo, l'habitat Sénoufo et puis il y avait l'habitat Peul. Tout cela pour montrer, c'était l'éducation, la sensibilisation et l'information. Et quand on construisait ces habitats, j'avais tenu à demander aux différentes communautés d'expliquer comment ils font ces constructions-là. Et on a filmé étape par étape pour montrer les techniques de construction. Tout cela, c'est quoi? C'est pour enregistrer ces informations et améliorer les techniques. Parce que c'est ça, on éduque et on informe et puis on essaie de développer à partir de ce qui existe là, d'améliorer ce qui existe. Donc ce qui veut dire qu'un musée, c'est vraiment un tout. Aujourd'hui, au Burkina, on n'a que des musées, bon, on a des musées de géologie ou tout cela, mais il faut qu'on ait d'autres types de musées qui permettent aux gens d'avoir vraiment d'autres informations. Quand j'ai quitté le patrimoine culturel ici, bon, donc après j'ai dirigé cette institution qui est le WAMP, qui veut dire le West African Museums Programme en anglais, mais en français c'est le programme des musées de l'Afrique de l'Ouest. C'est une institution en fait qui travaille dans la sous-région avec tous les musées de la sous-région, du Cap-Vert jusqu'au Cameroun. Et bon, nous sommes chargés de renforcer les capacités des personnels des musées. Parce que bon, dans les années 80, effectivement, quand il y a eu les indépendants des pays africains, on s'est rendu compte que les musées, c'était vraiment les parents pauvres. Le personnel qui était là était mal formé, les réserves étaient mal entretenues, donc il y avait tout un ensemble de choses. Donc cette organisation a été créée depuis 1982 à Abidjan, ce qui a permis vraiment de lancer tout un ensemble de choses. Et maintenant, on faisait des expositions, des formations ponctuelles dans les musées. On partait dans les différents musées, Bamako, Conakry, Niamey, au Cap-Vert, tout cela, pour former le personnel sur le tas et permettre un peu aux gens de mieux entretenir un peu les collections et monter de nouvelles expositions. Donc, pour montrer que vraiment,
ça a été vraiment utile. Et pendant ces années, bon, on a essayé vraiment de faire, et c'est ce qu'on continue de faire, pour vraiment aider ces personnels-là, les professionnels des musées et du patrimoine, vraiment à se former et à permettre vraiment une meilleure conservation, une meilleure préservation et puis une meilleure exposition des objets qu'ils ont la charge de gérer. Il y a des musées communautaires on essaie de encourager les gens à mettre en place. Par exemple, je me rappelle au Cameroun, on a aidé, il y a des musées de la chefferie, on a aidé à mettre en place les musées de la chefferie. Et vous savez, les chefs traditionnels ont de ces collections, il y a tout un ensemble de choses. Ce n'est pas seulement les objets, mais même l'histoire de la chefferie traditionnelle, parce qu'on se retrouve, voilà. Au Cameroun, par exemple, le musée de Banjul, on a été là-bas, et il s'est trouvé qu'il y a eu un drame. Ils avaient un hangar où tous les conseillers du roi se réunissaient pour faire Il y a eu un problème de succession et maintenant ce hangar a été brûlé. Alors que ce hangar, il y avait des poteaux sculptés avec toute l'histoire un peu de la tradition et puis de la chefferie du Cameroun. Maintenant, c'était un drame. Parce qu'il n'y avait pas d'archives, il n'y avait pas de... Donc nous, notre contribution à l'époque a été de leur trouver une caméra et tout cela pour la reconstruction. Parce qu'il se trouvait qu'il y avait 2 ou 3 vieux qui étaient là, il fallait resculpter et tout cela. Maintenant, on peut le faire la même chose ici au Burkina, c'est-à-dire que permettre vraiment aux grandes chefferies d'avoir des espaces où ils vont non seulement exposer les objets qu'ils ont, mais vraiment transmettre aux futures générations toute l'histoire de leur royaume et de leur tradition ou tout cela là. Par exemple, on a un musée du Moro Naba ici, donc on aura peut-être l'occasion d'aller voir comment on peut. J'ai eu l'occasion de rencontrer le Moro Naba et puis on en a parlé pour voir comment ce musée du Moro Naba puisse être vraiment un lieu où on puisse vraiment connaître l'histoire à travers l'histoire de l'Empire du Royaume Mossi. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, on collabore avec le Musée national, on essaie maintenant de trouver l'ensemble des projets où on peut travailler avec, surtout aider à la formation du personnel et aussi à l'aménagement et puis à la maintenance des collections et tout cela là. Donc en fait, c'est ça, on a déjà même ensemble des projets de collaboration pour pouvoir travailler sur l'inventaire et même l'ensemble des musées du Burkina. Avec tous les professionnels, on a des accords avec, il y a une association des professionnels des musées du Burkina avec qui on travaille également pour pouvoir voir quelles sont vraiment les compétences et les besoins et puis vraiment voir comment on peut, avec nos partenaires aussi, présenter des projets pour vraiment pouvoir les soutenir dans leur mission. Si vous constatez, vous voyez que les Africains ne visitent pas, bon aussi on est au Burkina, les Burkinabés ne visitent pas très bien, ne viennent pas au musée. Bon, beaucoup de gens ici passent devant le musée national, ils ne sont jamais rentrés à l'intérieur. Bon, c'est parce que bon, on pense qu'aussi c'est le contenu qu'on présente aux gens. Je parlais un peu ici des différents types de musées. Effectivement, il y a différents types de musées. Ici, c'est un musée ethnographique. On a des objets d'art à l'intérieur. Vous venez de voir l'intérieur. Bon, actuellement, il y a une exposition sur les lobbies. Bon, quand les gens viennent, bon, souvent, ils ne comprennent pas très bien qu'est-ce que ça représente ces objets. Parce que quand même, on est à une autre époque où aujourd'hui, quand même, la technologie de l'information et de la communication est en tout cas très élevée. Bon, donc il faut peut-être... Parce que quand les gens viennent, ils regardent, ils se rendent compte que ce sont les mêmes objets qu'ils ont chez eux à la maison. Bon, ils voient ça tous les jours. Bon, et vous n'avez pas... Bon, ça ne vous dit rien de venir voir cela dans un autre contexte, parce que vous l'avez dans le contexte naturel. Vous prenez les masques. Si vous avez des tests de masques qui sont exposés, bon, on a les masques vivants qui vous fouettent et tout cela là. Bon, ça, vous ne pouvez pas laisser ça et puis venir regarder une tête de masque ou tout cela sans grande explication. Bon, il y a ça. Et puis, bon, souvent aussi, il faut mettre en place aussi des musées, des expositions, comme on appelle, temporaires, et qui parlent d'autre chose. Parce qu'actuellement, ici, effectivement, il y a cette exposition temporaire sur le lobby et ça permet de changer un peu et puis ça attire les gens. Parce que aussi, bon, il faut créer d'autres types de musées. Par exemple, au Burkina, il nous faut un musée d'histoire nationale. Parce qu'on a toute une histoire qui est là. Et aujourd'hui, bon, quand vous demandez aux jeunes, aux gens, tout cela, là, bon, les gens ne connaissent pas. Vous parlez aujourd'hui de Wezen Koulibaly, vous parlez de Nazi Boni ou bien Philippe Zenda Kabore. Bon,
les gens, il y a beaucoup, ça leur dit rien. Même à 10 années, 20 années en arrière, bon, il y a des gens qui ne savent pas quelles sont les personnes. Il y a ça, il y a tout un ensemble de choses quand même qui s'est passé depuis les indépendances, même avant les indépendances, surtout avant les indépendances, il y a des gens qui sont battus pour pouvoir donner l'indépendance à ce pays. Bon, il faut quand même qu'on permette à ces gens-là d'être connus pour la prospérité. Voilà. Donc, sinon, bon, je pense que actuellement au musée national ici, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits. Et il y a des expositions, ça change et tout cela. Et vous avez vu ce matin, il y a plein d'enfants qui sont là. Et c'est ça, parce qu'il faut que les enfants, dès le bas âge, puissent venir au musée pour pouvoir apprendre. Mais il faut encore, je pense, que d'autres moyens de commodité pour permettre, quand les enfants viennent comme ça, il faut ils puissent peut-être s'amuser, ils puissent avoir d'autres activités, ils puissent, à partir de l'exposition qu'ils ont regardée là, avoir avec leur maître des petits devoirs sur place. Bon, ça permet tout de suite là de ne pas venir juste regarder et puis repartir. Et ça permet de vraiment renforcer la mémoire de ce qu'on veut.